Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau Massacre à la tronçonneuse, la suite directe du film original qui fait comme si tous les autres épisodes n'existaient pas. Et donc, dans ce nouveau film, on suit un petit groupe d'amis qui décident d'ouvrir une nouvelle entreprise à Harlow, une petite ville fantôme du Texas. Et malheureusement pour eux, ils vont devenir les proies de notre cher Leatherface. Et ce que j'aime bien justement, c'est qu'il ne s'agit pas d'un massacre gratuit, puisque c'est l'arrivée de tous ces jeunes qui est à l'origine de ce massacre. Enfin, c'est surtout Dante qui est le principal responsable de tout ça, parce qu'il a provoqué la mort de la directrice de l'orphelinat en la chassant de chez elle, parce qu'il croyait qu'elle n'avait pas d'acte de propriété. Et du coup, en se faisant virer de chez elle, elle a fait un arrêt cardiaque. Sauf qu'on a Leatherface qui vivait avec elle, il l'a considérée un peu comme sa mère, et du coup, ce drame, ça l'a poussé à redevenir un meurtrier, alors qu'il s'était tenu à carreau pendant 50 ans. Et d'ailleurs aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le côté familial de la saga Massacre à la tronçonneuse est toujours présent dans ce film, il est respecté. Donc Leatherface, qui était très attaché à la directrice de l'orphelinat, donc il l'a considérée comme sa mère, il a vécu sous son aile pendant presque 50 ans, il a essayé de la sauver mais ça n'a pas marché, il se rend même dans sa chambre, il sort les robes de la vieille dame, il les serre contre lui, il se met à les sentir parce qu'il sait que son odeur va lui manquer, il sort même son maquillage pour en mettre sur son masque, donc le masque qui est en fait la peau du visage de la vieille dame. Pour Leatherface, elle était digne de devenir son nouveau visage, elle était importante pour lui. Donc il lui a retiré la chair pour en faire un masque. Comme ça, il va continuer à vivre avec elle, mais d'une façon différente. Donc il y a vraiment cet aspect familial qui est un élément très important dans cette saga. Donc pour revenir à l'histoire de base, alors ce massacre perpétré par les Leatherface, c'est à cause de Dante. Et ce que je trouve très intéressant dans ce scénario, c'est que chaque acte a des conséquences. Déjà, on a Dante qui provoque la mort de la mère de Leatherface, ce qui va pousser Leatherface à redevenir un tueur en série. Puis on a la copine de Dante qui a le temps de faire un appel radio, qui va remonter jusqu'à la station service. Le gérant va même l'entendre. Du coup, le gérant va appeler Sally. Sally qui va débarquer à Harlow. Et donc, elle va sauver Lila et en même temps lui passer le flambeau de la combattante. Elle va lui donner ce statut de Final Girl, de survivante. Il y a vraiment une histoire d'héritage. Donc vous voyez, il y a tout un effet domino. Il y a une réaction en chaîne et je trouve ça très intéressant. Chaque geste a des conséquences, chaque événement en entraîne un autre et tout se fait à un rythme soutenu. Je me suis pas fait chier. Après, je trouve que le film allait justement un peu trop vite par moment. Je trouve qu'il y a quelques trucs qui manquaient d'explication ou alors qui étaient mal développés. Alors en manque d'explication, on a le sort de la famille de Leatherface qui reste inconnu. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle est restée dans la maison du premier film pour défendre leur territoire? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y aurait eu une fusillade avec la police? Est-ce qu'ils se seraient tous fait tuer? Ou alors, est-ce qu'ils se sont fait arrêter? Et dans ce cas-là, ils se sont fait exécuter? Ou alors, est-ce qu'ils ont fini leur vie derrière les barreaux parce que leur peine était trop longue? On ne sait pas. Et c'est ça que je trouve dommage, en fait, c'est que du coup, on ne sait pas, en fait, comment est morte la famille de Leatherface. Et ça, ils auraient dû nous le montrer dans le documentaire qui passe à la télé, à la station-service au début du film. Ou alors, est-ce que la famille est partie vivre en ville, à côté de l'orphelinat de Leatherface? Et dans ce cas-là, elle serait morte de vieillesse? On ne sait pas. Ils auraient préféré que Leatherface reste à l'orphelinat pour pas qu'il se fasse démasquer, pour que Leatherface vive dans un environnement plus stable, pour qu'il ait une éducation beaucoup plus stricte, parce qu'on sait que la directrice de l'orphelinat était autoritaire, mais qu'elle savait aussi montrer son amour pour tous les enfants qu'elle avait sous son aile. On ne sait pas. Et aussi, j'aurais bien voulu un flashback sur l'arrivée de Leatherface à l'orphelinat, parce qu'il a bien fallu que sa famille donne des explications à la directrice. Pourquoi est-ce qu'ils emmènent Leatherface à l'orphelinat? Elle a bien dû aussi poser des questions. Ou alors peut-être que Leatherface est allé lui-même à l'orphelinat, parce que la police, je sais rien, aurait été déjà sur les lieux du premier film, et donc Leatherface aurait pris la fuite en douce. Il y a tout un tas de questions qui restent sans réponse, ça fait un beau trou scénaristique.
Après, peut-être qu'ils nous raconteront tout ça dans le prochain film, s'ils le font. Un peu comme dans Halloween Kills, où on nous a raconté comment Michael s'était fait arrêter, parce que dans Halloween 2018, on ne nous l'avait pas raconté. Donc je sais pas, à voir. Mais en tout cas, moi j'aime bien le concept de l'orphelinat. Je trouve que c'était intéressant. Ce que j'aime bien aussi dans cette saga, c'est qu'on tente de nouvelles choses. On avait déjà une backstory différente dans Texas Chainsaw 3D. On nous avait aussi fait un préquel avec Leatherface de 2017. Je m'attendais pas à ce genre d'histoire. Donc vraiment cette saga a réussi à me surprendre en fait. Et ça continue avec Massacre à la tronçonneuse de 2022. Et moi ça me plaît. Enfin bref. Pour revenir au film, je vous ai parlé d'un trou scénaristique. Et maintenant je vais vous parler d'un passage que j'ai trouvé un peu bâclé. C'est la partie avec la copine de Dante, après l'accident. J'ai trouvé ce passage un petit peu court. Au départ, la scène est juste excellente. Je l'ai trouvée très stressante parce qu'à plusieurs moments, je pensais que Leatherface allait surgir comme ça. Voilà, je stressais. Et au moment où la nana s'apprête à sortir du véhicule, et bah Leatherface la chope et il la tue. Voilà. J'ai trouvé ça un peu rapide. Je pensais vraiment qu'on allait avoir une course-poursuite en fait avec la fille dans le champ de tournesol. Ça aurait été génial. Euh, je- on aurait même pu aussi avoir un bout de course-poursuite sur la route. Je pense que ça aurait été bien. Ça aurait été encore plus stressant. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Parce que moi, vous savez, j'aime beaucoup les courses-poursuites. Et je pense que ça aurait été bien d'avoir une scène de track avec la copine de Dante. Mais bon, c'est pas très grave. Mais bon, ça me tenait un petit peu à cœur. Mais au moins, la partie où elle était dans le véhicule était stressante. C'est déjà ça. Dans ce film, il y a beaucoup de bonnes scènes. Moi, j'ai retenu toute la partie avec Melody, qui est chez Leatherface. Donc au départ, elle est cachée dans le placard, puis sous le lit. Elle assiste même à la mort de Richter. Puis après, elle se retrouve sous le plancher. On a Leatherface qui essaye de l'atteindre avec sa tronçonneuse. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce passage-là. Il y a aussi la scène du bus qui est très sanglante et généreuse en meurtre. Et là, pour le coup, c'est un vrai massacre à la tronçonneuse. On respecte le titre. Parce que il y a quand même certains épisodes de cette saga qui utilisaient très peu cette arme. Et je trouve ça dommage. Alors que là, dans le film de 2022, on la sort souvent. Il y a beaucoup de personnages qui se font tuer avec la tronçonneuse. Les gens du bus, on a Sally aussi, Mélodie. Ce massacre m'a convaincu. En plus, le film évite le hors-champ, et moi ça me plaît. Parce que quand je lis massacre dans le titre d'un film, je m'attends pas à du hors-champ. Moi, je veux tout voir, je veux le voir ce massacre. Je veux que ce soit explicite, je veux qu'on nous montre tout. Surtout que là, Leatherface s'est remis en mode boucher, de la boucherie en hors-champ, bah non, moi ça me plaît pas. Donc heureusement qu'ils ont tout montré dans ce film. Le titre du film est respecté, il tient ses promesses. Après, je n'ai rien contre le hors-champ à la base, parce que par exemple, dans le nouveau Candyman, je trouve que c'était bien amené, c'était bien utilisé, et c'était cohérent par rapport au discours d'un personnage. Et c'était aussi bien foutu dans Halloween 2018, quand Michael s'introduit chez une femme pour la massacrer dans sa cuisine, là, avec un marteau. C'était bien amené et tout, mais pour un massacre à la tronçonneuse, le hors-champ, moi je suis contre. J'aime pas, ça me plaît pas. Sinon, pour revenir aux moments qui m'ont marqué dans le film, il y a la mort de Richter, qui est pour moi la plus brutale de tout le film. Il y a aussi la mort de Sally, quand il la soulève comme ça avec la tronçonneuse et puis il la balance, c'était sans pitié. Et puis il y a le sort de Mélodie à la fin, qui se fait décapiter avec la tronçonneuse. Euh, Waouh, ça m'avait choqué parce que déjà, bah, j'étais attaché au personnage. C'était aussi un personnage principal. Et le fait qu'elle se fasse décapiter, ça m'a choqué. Bon, déjà à la base, le fait qu'elle se fasse tuer, bon, ça m'a touché, quoi. Ça m'a fait mal. Mais qu'elle se fasse décapiter, c'était encore pire parce que la décapitation, c'est quand même une mort assez radicale, assez hardcore. Et en plus, avec une tronçonneuse, une arme bruyante, assez costaud, alors là, non, j'étais
doublement choqué, triplement choqué. Et d'ailleurs, on en profite pour reproduire le plan final du film de Toby Hooper, avec Leatherface qui fait du surplace avec sa tronçonneuse. J'ai trouvé ça cool. Et aussi, on a la mort d'un des deux flics, donc Leatherface qui lui pète le bras avec une seule main, et puis il lui ouvre la gorge avec l'os. Donc, alors, le fait qu'il lui pète le bras comme ça avec une seule main, c'était exagéré. Mais ça m'a surpris, c'était original aussi comme mort là. Donc, moi j'ai trouvé ça cool. Et puis on a aussi le premier face-à-face entre Sally et Leatherface dans la chambre, que j'ai trouvé très intéressant. Et c'est là justement que je vais m'attaquer au personnage. Alors déjà, on a Sally, donc son retour m'a convaincu. Après, elle n'est pas très présente dans le film, mais ça m'a pas dérangé. J'ai pas eu besoin d'en voir plus. On va à l'essentiel en ce qui concerne son personnage. On sait qu'elle était devenue ranger au Texas et qu'elle attendait de revoir Leatherface. Et quand elle s'est retrouvée devant lui, j'ai été agréablement surpris. Je vous ai dit que j'ai trouvé ce passage-là intéressant parce que c'était plus profond que prévu. En fait, la fille, elle est devant lui, mais elle ne cherche pas à le tuer tout de suite. Elle lui parle. Elle cite le prénom de son frère et de ses amis, et elle veut même que Leatherface se souvienne d'elle. Elle lui dit ouais, dis que tu me connais, dis que tu sais ce que t'as fait à mes amis. Et du coup, on sait plus trop ce qu'elle veut finalement, parce qu'au lieu de le tuer directement, bah elle lui parle. Elle lui dit tout ça comme si elle voulait qu'il se sente mal pour ce qu'il a fait, comme si elle voulait des excuses. Parce que finalement, bah le tuer directement, bah ça aurait été trop facile. Pour moi, ces retrouvailles sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus consistantes que celles entre Laurie et Michael dans Halloween 2018. Enfin bref. Donc, pour revenir à Sally, alors, elle se fait tuer par Leatherface, et pour moi, c'était la meilleure solution, parce que si elle avait tué Leatherface, eh bien, elle se serait sentie vide. Il y aurait plus de raison de vivre, parce que du coup, elle vivait grâce à son obsession, son désir de vengeance. C'était ça, en fait, qui la maintenait en vie. Elle n'aurait plus su quoi faire de sa vie après. Elle aurait continué à souffrir par rapport à la mort de ses amis et de son frère. Donc pour moi, la mort, c'était sa seule délivrance. Et même si elle avait pas tué Leatherface, si elle avait survécu, je pense que ça aurait été nul, tout simplement parce que bah on aurait eu la même Sally, il y aurait eu aucune nouveauté chez ce personnage. Elle aurait continué à parler de Leatherface, voilà. Ça aurait fait comme Laurie Strode dans Halloween Kills, où clairement la nana elle ne servait à rien. Elle continuait à nous parler de Michael Myers, elle continuait à nous sortir ces mêmes discours. Voilà. Pour moi, ça aurait été mieux qu'elle se fasse tuer dans Halloween 2018. Enfin, genre, ça aurait été bien en fait qu'elle meure dans les bras de Karen et Allison à la fin, à l'arrière de la camionnette. Genre, elle se vide de son sang et puis ça y est, elle meurt. Ça aurait été une belle fin. Parce que là, quand je vois en fait ce qu'ils ont fait de Laurie dans Halloween Kills, enfin voilà quoi, elle parle pour rien dire quoi. Elle nous sort tout ce qu'on sait depuis longtemps. Donc non, c'est n'importe quoi. Bon alors après vous me direz oui bah elle aurait pas pu être dans l'action vu qu'elle était blessée, elle était à l'hôpital. Bon, c'est pas le problème. Mais quand je vois ce qu'elle nous dit, putain, ça servait à rien quoi. Moi ça aurait été mieux qu'elle meure dans Halloween 2018. Ça aurait été une belle fin. Donc je suis content qu'ils aient tué Sally dans Massacre à la tronçonneuse de 2022. Donc moi je suis très satisfait de l'arc narratif de ce personnage. Et Olwen Ferré, je trouve que c'est une bonne actrice. Elle a bien été choisie pour remplacer Marilyn Burns. Ensuite, on a le personnage de Lila, donc la nouvelle Final Girl, donc que je n'ai pas trouvé désagréable à suivre. C'est un personnage que j'ai trouvé assez bien travaillé, assez consistant, même s'il n'y avait rien d'exceptionnel là-dedans. Donc, on apprend qu'il y a eu un attentat à son lycée et qu'elle s'est mangé une balle. Donc, au début du film, bah, l'arme à feu, c'est son ennemi, et à la fin, c'est son allié pour combattre Leatherface. Et j'ai trouvé que c'était bien vu. Et en plus, bah, Sally réussit à convaincre Lila de se battre, d'affronter Leatherface. Donc Lila, c'est un personnage qui a évolué. Et sinon, l'actrice, bah, moi je l'ai trouvée convaincante aussi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que là, il ne s'agit pas d'une bombe,
avec un visage de mannequin, un décolleté et avec un pantalon moulant. Non, là ça change un peu. On a aussi Mélodie, qui est la sœur de Lila, donc la grande sœur protectrice que j'ai trouvée attachante. Enfin, c'était vraiment mon personnage préféré. Et l'actrice se débrouillait très bien aussi. On a aussi le personnage de Richter, donc le garagiste, donc un bon personnage qui était courageux et qui prenait de bonnes décisions. On a aussi Dante, donc le connard du groupe, mais qui était bien écrit. Il y a eu aussi sa petite amie, qui était sympathique et qui aurait mérité une course-poursuite. Mais en tout cas, l'actrice jouait bien et je trouve que c'est une bonne Scream Queen et elle mérite d'obtenir un rôle plus consistant, voilà, plus solide. Et puis on a Leatherface, qui pour moi est un Leatherface de qualité. Alors après, il n'a pas le meilleur look de la saga, mais je le trouve quand même cool. Et puis, bah moi j'ai trouvé ce Leatherface touchant. Voilà. On voit qu'il aimait fortement la dame de l'orphelinat, il l'aimait comme sa mère, et il est triste. On le voit à travers ses gestes, comme le coup des robes, le coup du maquillage, et aussi on le voit hein, qu'il est très triste quand il est devant Sally, quand il la regarde, quand il est dans sa chambre. On voit son œil, et même son masque traduit sa tristesse. On dirait vraiment le masque d'une personne triste. Après, j'ai quand même trouvé ce personnage terrifiant, redoutable comme il faut, et puis l'acteur qui le joue est excellent. Donc pour moi, Mark Burnham a fait du très bon boulot. C'est vraiment le digne successeur de Gunnar Hansen. Et aussi, je trouve que Leatherface était bien mis en valeur. Il était très bien filmé. Il y avait de super plans. Ses apparitions étaient vraiment soignées. Déjà, on a sa première apparition quand il est en haut des escaliers et qu'il regarde Melody et la directrice de l'orphelinat. Donc je trouve que c'était une belle introduction pour un personnage aussi sombre et dangereux. Ensuite, on a le passage où sa tête dépasse du champ de tournesol. On a aussi le moment où il est à nouveau en haut des escaliers et qu'il regarde Melody. Donc là, il est vraiment en position de supériorité. J'ai adoré ce plan. Ah oui, et il y a aussi le moment où il est dans la rue. Donc il est caché dans l'obscurité. Et en fait, on l'entend courir vers Sally, mais on le voit pas. Et j'ai trouvé que c'était assez flippant. Et puis là, ça y est, il surgit de l'obscurité avec sa tronçonneuse pour s'attaquer à Sally. Et c'est comme dans le film original, quand il s'attaque au frère de Sally, parce qu'il est dans le noir, et puis là, pouf, il arrive et il tue le personnage. Et là, c'est un peu la même chose avec Sally. Donc, je sais pas si c'était voulu, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était intéressant. Bon, en tout cas, Leatherface est juste fantastique dans ce film, que ce soit dans l'écriture du personnage, ou dans l'interprétation, ou même dans la façon de le filmer, c'était juste nickel. Et justement, par rapport à la facture visuelle du film, c'était réussi. La photographie, elle est soignée. Les effets spéciaux, impeccables. Et puis aussi, on a la musique, que j'ai trouvée très bonne. Elle était bien composée. Elle soulignait bien le côté effroyable des faits. Donc c'est du tout bon. Et puis par rapport à l'ambiance, alors, c'est loin d'être aussi glauque, poisseux et sale que l'original, mais en même temps, on pouvait pas faire pareil. Je veux dire, là, on était dans un endroit différent. Là, on est dans une ville. Leatherface vivait dans un orphelinat qui était dirigé par une femme qui n'était pas tarée. Je veux dire, là, il était dans un environnement stable. Donc, on ne pouvait pas avoir les mêmes décors et avoir la même saleté que celle qu'il y avait dans la maison du film original. Moi, ça m'a pas dérangé. Et puis, ça change aussi de voir une petite ville comme ça. On avait des décors différents. Moi, je trouve que c'était intéressant. Voilà, on évite la routine. Après, s'ils arrivent à faire une suite, bah là, du coup, on va retrouver la maison du premier film. Et du coup, on retrouvera cette fameuse ambiance poisseuse, crasseuse. Voilà. Et encore faut-il qu'ils réussissent à reproduire la même chose. Donc, on verra bien. D'ailleurs, je me demande ce que va raconter la suite. Parce que là, Leatherface rentre à la maison, mais il se retrouve tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous raconter? Je sais pas. Bon, je m'attends pas forcément à un scénario de dingue. Hein. Je m'attends pas à un truc de ouf. Mais je sais pas, je me demande en fait ce qu'on va pouvoir raconter. Pour moi, il n'est pas nécessaire de faire une suite, mais en tout cas, moi je répondrai présent. Donc, pour conclure, ce nouveau Massacre à la tronçonneuse m'a plu, malgré quelques faiblesses scénaristiques, mais je trouve que c'est un bon slasher. C'est pas mon Massacre à la tronçonneuse préféré, mais pour moi, il se situe dans la bonne moyenne de la saga. Donc, c'est terminé pour cette critique.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et puis on se retrouve bientôt. Salut!